Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Qui a dit que la maternité était un frein? À la naissance de son fils aîné, Meggy vit un grand bouleversement et décide d'en faire un catalyseur. Elle se donne pour mission d'informer sur la maternité et naît Yemoja Parlons Bébé. Dans cet épisode, Meggy se livre à cœur ouvert sur ses maternités, sur le challenge de la famille recomposée. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme puissante. Bonne écoute! Bonjour Meggy! Bonjour Mélissa. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à Bicafam. Merci infiniment de nous accorder un peu de ton temps précieux. Merci à toi pour l'invitation. Vraiment, je suis contente. Je regardais en fait toutes ces femmes qui sont déjà passées parce que même si je n'écoute pas, pour le moment, en tout cas tous les épisodes, je les vois passer. Donc ouais, j'avais hâte d'être à leur place. Merci beaucoup. Écoute, on va commencer par une présentation. Je vais te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Eh bien, Meggy Brudé, 32 ans cette année, maman de 2 enfants, c'est fou. Il y a quelque temps, je disais juste Meggy Brudé, 32 ans, célibataire. Et puis aujourd'hui, voilà, maman de 2 enfants, en couple, dans une configuration de famille recomposée, avec un compagnon qui n'avait pas encore d'enfants et qui aujourd'hui se retrouve papa de deux, de 2 enfants. Je suis à la tête d'une communauté, Yemoja Parlons Bébé, qui existe maintenant depuis 2 ans. Que dire d'autre? Je suis une femme hyper active, je n'aime pas m'ennuyer et pour le coup, je fais beaucoup de choses. J'ai beaucoup de casquettes. J'accompagne des petites entreprises sur de la communication digitale. Je fais également de la gestion de boutiques aux côtés de 2 enseignes en Guadeloupe. Je suis maman, je suis compagne, je suis sœur, je suis toutes ces casquettes-là. Voilà, mes passions, avant tout la maternité, vraiment, c'est une grande passion, sinon je n'aurais pas fait Yemoja. Et j'aime cuisiner, des bons petits plats. J'ai vraiment une passion particulière pour tout ce qui va être cuisine salée, vraiment. C'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est là où j'aime passer du temps, ça me permet de m'évader. J'aime jardiner aussi. Le grand défi de ma vie, c'est d'avoir des plantes que j'ai tuées pendant longtemps. Mais un jour, j'ai fini par réussir à sauvegarder quelques-unes. Faudrait que tu me donnes ton secret alors, parce que moi je suis pas douée. J'étais une serial killer, vraiment de tueuse de plantes, je te le dis. Mais maintenant, c'est bon, j'ai réussi à trouver un équilibre avec les petites plantes de chez moi et j'aime vraiment beaucoup jardiner. Je trouve que d'ailleurs, se présenter, c'est un exercice très difficile parce qu'on a pour habitude de se définir en étant la partie de quelqu'un d'autre, ou en tout cas, voilà, être soi par rapport à quelqu'un d'autre, et on en oublie qui on est, nous, en fait, dans les présentations. Donc, j'espère avoir dit qui j'étais, moi, avant tout. Elle est parfaite ta présentation et c'est tellement vrai. On a souvent tendance aussi à se présenter, à se définir par sa profession, juste par sa profession. Et vraiment, merci pour ta présentation complète. Écoute, on va rembobiner un petit peu le fil et on va revenir sur ton désir d'enfant. Il était présent depuis longtemps ou il s'est construit progressivement? Eh ben, je dis souvent que quand je suis devenue maman de mon premier garçon, eh bien, ça m'est tombé dessus parce que je n'étais pas assise
en fait sur le canapé à espérer tomber enceinte. C'était pas du tout au programme et c'était pas du tout quelque chose que dont je rêvais immédiatement. Il est vrai que quand j'étais plus petite, j'ai toujours voulu être maman à 25 ans. C'était voilà un peu comme ma Mmh. maman. Je m'imaginais qu'à 50 ans, j'avais fini en fait. Mes enfants auraient été grands, auraient eu 25 ans, auraient déjà quitté la maison et que je me retrouverais amoureusement avec mon compagnon à la maison. Et en fait, quand j'ai eu 25 ans, j'en ai absolument pas eu envie. Voilà, tout simplement. Mmh mh. Donc Mmh. le temps est passé et puis je suis devenue maman pour la première fois à 28 ans. Et comme je le dis, c'était pas un désir profond, c'était pas une envie particulière, mais c'est arrivé et les sentiments étaient très ambivalents parce que Mmh. j'étais pas forcément prête, je pense, à le devenir. En tout cas, je pensais ne pas l'être et je peux pas dire que j'ai sauté au plafond, mais j'ai Mmh. accepté la nouvelle et j'ai fait ce qu'il fallait faire, en fait. C'est-à-dire que, ma maternité, l'annonce de la grossesse, tout ce qu'il y a eu autour, eh bien, est devenu très mécanique chez moi. C'est-à-dire que je savais ce que je devais faire et je le faisais bien, en fait, pour que tout Mmh. se passe correctement. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de cette première grossesse? Comment elle s'est passée? Très bien, puisque pour le coup, j'ai eu rien connu du tout. C'est-à-dire que je n'ai Mmh. pas eu de nausées, je n'ai pas eu de vomissements. J'ai, vécu une grossesse, des plus idéales parce que j'ai pas eu de Mmh. maux. J'avais des petites choses, mais qui n'étaient pas significatives, qui n'ont pas duré Mmh. suffisamment longtemps pour que je m'en rappelle ou en tout cas pour que ça reste un souvenir, qui, soit marquant pour moi. Mmh. Et ça a été 9 mois où, j'avançais tranquillement finalement. Mmh. J'ai essayé d'être en lien avec mon fils. Ça arrivait tard, ça arrivait un peu tard dans la grossesse, Mmh. un peu vers la fin d'ailleurs, plus vers les moments où il bougeait en fait, Mmh. beaucoup. Donc dernier trimestre à peu près, où Mmh. là vraiment j'ai essayé d'être en lien avec lui, de pouvoir lui parler, je voyais des choses, dont on parlait à l'époque, aptonomie, toutes ces Autonomie? choses, voilà, dont on parlait pour rentrer en lien avec son bébé et j'ai voulu tenter moi aussi de le faire parce que j'avais l'impression de ne pas être dedans, tu vois? Mmh. Mmh. J'avais l'impression que, j'avançais, j'avais l'air heureuse en extérieur, mais en intérieur, c'était mécanique, clairement, c'était animal. Comme si tu vivais cette situation un petit peu de l'extérieur C'est ça, finalement, hors tu de mon mmh corps, c'est ça, mh. hors de Mmh. mon corps. Peut-être parce que j'étais plus dans l'insouciance, je pense aussi, moins dans la connaissance aussi, ça Mmh. doit être, je pense, ça. Où, je m'étais pas beaucoup renseignée non plus. J'ai Mmh. vraiment fait les choses pas à pas et j'ai pas essayé d'anticiper, en fait, des émotions, Mmh. anticiper des situations, anticiper des événements. J'ai laissé les choses venir vraiment comme elles venaient et j'étais très attentive, en revanche, à, tout ce qui allait être, en fait, après. Donc par rapport, notamment à l'accouchement, par rapport aux étapes, clés durant la grossesse. Ouais, Mmh. j'ai suivi en fait bêtement les livres que Mmh. j'avais pu avoir, qu'on m'avait offerts sur, les étapes d'un accouchement, d'une grossesse et je les ai suivis sans y attacher une émotion particulière, hein, quelque chose dont j'aurais pu me rappeler en fait. D'accord, et justement, tu as évoqué l'accouchement. Est-ce que tu avais des appréhensions pour ce premier accouchement? Et est-ce Non, que tu avais des souhaits aussi particuliers pour non cet plus. accouchement? Vraiment, je suis arrivée en ayant lu vraiment vite fait, Mmh. comment reconnaître les contractions, ce genre de Mmh. choses. Quand elles sont arrivées, je les ai très vite reconnues de toute façon, puisque ça fait quand même très mal et on s'en rappelle. Mais il est vrai que j'ai fait les choses par étapes, en fait, sans Mmh. me poser de questions, sans vraiment chercher et sans anticiper. Donc je suis Mmh. arrivée à un accouchement sans savoir ce qui allait se Se passer, passer. sans attente du tout. J'avais aucune attente, je n'avais pas préparé. D'ailleurs, à l'époque, les histoires de projets de naissance, c'était pas à la C'était mode du pas tout. mmh. Ça existait, mais c'était pas à la mode du tout et on n'en parlait pas du tout au sein des maternités. Donc je Mmh. n'avais pas eu cette préparation et j'ai fait des préparations à l'accouchement comme tout couple, hein, Mmh. mais c'est vrai que, on a vu des choses
que j'ai notées scrupuleusement et je me rends compte qu'au final, ces choses m'ont été utiles, parce que j'ai vraiment, encore une fois, hein, je te le dis, j'ai été dans une approche mécanique de Mhm. la grossesse et de Mhm. l'accouchement et de la maternité où, on me dit: «Il faut faire ça dans cet ordre-là», je le fais dans cet ordre-là, point, en fait. Mhm. Sans te poser de questions. Sans me Et poser de questions. alors cet accouchement, comment il s'est déroulé le jour J? Rapide, enfin rapide, je m'entends. Mhm. C'est-à-dire que toute la partie avant, a duré 12 heures, même peut-être un peu plus, je me souviens plus très bien, mais en tout cas ça a dû 18 heures même, je crois. Ça a duré longtemps, ça a duré très longtemps, Mhm. parce que, à l'époque, j'habitais Saint-François, tout simplement et je m'imaginais très mal, ne connaissant pas, en fait, les signes Mhm. exacts d'un accouchement imminent. J'ai attendu, en fait. J'ai attendu que ce soit sûr, 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 que les douleurs que j'avais avaient du sens et étaient Mhm. vraiment des contractions. Pourtant, j'avais mal, hein. Oh, j'ai douillé, hein, j'avais mal. À 20h30 la veille, j'ai commencé à avoir très mal. C'était assez régulier, c'était fort. J'ai téléchargé une application, mais très tard dans la nuit. Je me souviens Mhm. avoir appelé, à 2h du matin la maternité pour leur dire, «Là, j'ai mal, j'ai des contractions très régulières», la dame qui me dit au téléphone, «Ouais, bon, vu comment vous parlez, je ne pense pas que ce soit ça». «Bon, Mhm. d'accord madame, retournez vous coucher», elle m'a dit. Donc je suis retournée me coucher, me reposer un peu. J'avais téléchargé à ce moment-là une application pour bien me Mhm. rendre compte des choses et c'était hyper régulier, en fait. C'était devenu hyper régulier. Donc à 6h du matin, j'ai, donc dit au papa de Joa, mon garçon, que c'était le moment d'y aller tout simplement et on est arrivé à 7h et j'ai accouché à 15h l'après-midi. Donc ça a duré D'accord. extrêmement longtemps en réalité, cet Oui, oui, oui. accouchement. C'est En pas si revanche rapide que ça. non, ça l'était pas du tout. En revanche, la délivrance a été rapide. Juste avant d'accoucher, la demi-heure avant, j'ai perdu les os parce que, vraiment j'ai gardé, ma poche, quasiment jusqu'à la fin Mhm. et Tu arrivé as eu vers la la péridurale? oui, je D'accord. pouvais pas faire sans, franchement. On était dans une configuration en plus à la polyclinique où, le CHU venait en tout cas, ça faisait peut-être 1 an, je crois, que le CHU avait brûlé. Donc on se Mhm. retrouvait à la polyclinique, avec, des chambres qui étaient divisées en 2, bref, une configuration un peu particulière, un Mhm. accueil où, elles font comme elles peuvent, hein, tout simplement. Et du coup, j'avais pas de soutien, en fait, parce qu'il y avait pas l'espace pour, tout simplement. Mhm. Et du coup, je me suis retrouvée longtemps seule, à Mhm. devoir gérer mes douleurs et à un moment donné, je pouvais tout simplement plus, donc j'ai demandé la péridurale et Mhm. après ça a changé ma vie, hein, de me c'était trop, Mhm. trop génial. J'ai, vraiment, c'était génial, génial et Mhm. après, délivrance, rapide, ça a duré 25 minutes. Mon garçon est né à 15h25. J'ai commencé à donc devoir pousser à 15h et à 15h25, c'était bouclé, fini, j'avais mon garçon dans les bras et je me souviens que, quand, on me l'a posé sur moi, je n'ai pas eu ce coup de foudre du tout. C'est pour te dire, on Mhm. revient à ce côté mécanique, Mhm. de la Mhm. grossesse, de la maternité et j'ai pas eu du tout, ce 1er, regard, love at first sight. Ouais, J'ai pas yeah. connu ça du tout Mhm. et ça m'a déstabilisée. Ça m'a Mhm. déstabilisée parce que je me suis dit: «Mince», j'ai lu partout parce qu'encore une fois, Mhm. j'avais lu, évidemment, je m'étais renseignée. Je lis partout que je devais pleurer, que j'aurais dû ressentir, un amour inconditionnel pour mon garçon et là, je suis en face de lui, il y a rien qui se passe, en fait. Mais Mhm. rien de rien, quoi. Et c'est vrai que ça m'a déstabilisée. Heureusement, l'amour est venu, avec le temps. Je trouve ça hyper intéressant que tu en parles parce que oui, parce que du coup, on s'attend tout à ressentir ce coup de foudre immédiat au premier regard, on nous en parle, on nous en parle, on nous martèle, mais ça se passe pas toujours comme ça. Et c'est ok en fait. Et c'est Et ok. c'est OK. Enfin, la maman n'a pas à culpabiliser pour ça et elle a le droit de le dire. Ça n'enlève en rien l'amour qu'elle a pour son enfant, mais parfois ça se passe pas comme ça. Et je Et trouve ça c'est intéressant d'en parler. et pour le coup, il faut être OK avec le fait que ça existe Mhm. aussi, en fait. Parce que c'est pas une tare, ça veut pas dire qu'on ne va jamais aimer son enfant, si dès le départ, il y a pas cet amour-là qui naît, en fait. Ça veut Mhm. pas dire qu'on va pas réussir à rentrer en lien avec lui, qu'on va pas réussir à avoir, ce lien d'attachement. C'est Mhm. juste que ça va prendre plus de temps, tout simplement.
Et je crois que les accouchements et la grossesse conditionnent justement ce love at first sight. C'est que Mhm. si t'as pas eu le truc pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, ça risque de pas venir. Mais ça veut rien dire aussi, tu vois. C'est Mhm. pas, Mhm. voilà, je pense que c'est circonstanciel et Mhm. qu'il y a tout un contexte en fait autour qui crée l'amour inconditionnel immédiat pour son enfant. Totalement. Et du coup, alors, tes premiers pas dans la maternité, justement, à la maternité, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais décidé d'allaiter ton fils? J'avais décidé d'allaiter et ça s'est pas forcément très bien passé pour le coup, parce qu'il avait un frein de langue. Alors ça, je l'ai su que bien plus tard, pour le coup, puisqu'à la maternité, ça n'a pas été détecté. Ils n'ont pas vu le frein de langue, de mon fils Mhm. et au 2e jour, du coup, la fameuse nuit de Java, c'était très compliqué. Ça a été très, très compliqué, très, très compliqué parce qu'en plus, je me suis retrouvée en fait en colocation, si on peut dire ça comme ça, Ouais. Mhm. avec une maman qui avait fait une fausse couche. Donc, Oh qui là avait, enfin, là. c'était pas une fausse couche, puisque pour le coup, elle a dû accoucher son bébé. Donc, une mort fétale. Et ouais, je me retrouvais en fait en face d'une maman qui vit une triste expérience et moi en Mhm. face qui suis censée être heureuse en fait. Et Mhm. c'était très compliqué parce que j'avais même peur de laisser mon bébé en fait. C'était à ce point-là. Mais finalement, on l'a changé de chambre. Elle n'est pas revenue après son opération. Elle n'est pas revenue après. Et en fait, à 2 heures du matin, en pleine nuit de Java, il y avait des allées-venues incessants en fait dans la chambre qui me stressaient moi et qui Mhm. du coup ont rejailli sur mon fils. Donc non seulement il est en pleine nuit de Java, mais en plus maman n'est pas disposée à ce moment-là à Mhm. répondre à son besoin d'être rassurée quoi. J'arrivais pas en Mhm. fait à faire ça et ce qui fait que son seul réconfort c'était de téter et C'est ça. à la fin de cette 2e journée, mes seins étaient en feu, étaient en Mhm. sang presque, très abîmés, parce que le frein n'aidant pas en plus Mhm. et cet état de stress qu'il fallait combler entre guillemets, ont fait que c'était devenu très compliqué ce jour-là. Et Mhm. l'allaitement, pour le coup, a été très difficile et j'ai tenu au mental, clairement. Parce que Mhm. j'avais les seins en sang, j'utilisais des bouts de seins, et lorsqu'il a été détecté, on m'avait donné rendez-vous quasiment plus d'un mois et demi après. Donc, si j'avais dû attendre ce fameux rendez-vous un mois et demi après, j'aurais abandonné l'allaitement bien avant. Mais Mhm. heureusement, je suis tombée sur une amie qui, elle aussi, avait eu une petite fille en février, début février, puisque mon fils est né en janvier, et qui avait un frein de langue. Et elle avait rencontré donc une conseillère en lactation qui lui avait conseillé un dentiste. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai sauvé mon allaitement. Je suis allée immédiatement appeler le dentiste qui m'avait donné rendez-vous dans la même semaine. C'était extraordinaire d'avoir une place et Mhm. j'ai pas hésité, en fait. Je suis allée, mais vraiment la même semaine, couper le frein de langue parce que c'était Mhm. devenu un handicap pour mon allaitement. Il fallait que je le sauve, en fait. Mhm. Et une fois que ça a été fait, eh bien, nous avons eu un allaitement long de 2 ans et demi. Oh là C'était, là. c'était notre truc, en fait. C'était notre truc. Mhm. J'ai adoré allaiter mon garçon. Ça a contribué à créer ce lien d'attachement, en fait, cette Mhm. fusion, parce on a été très fusionnels malgré tout, mon Mhm. garçon et moi. C'est que même si on n'a pas eu ce love at first sight, eh ben, une fois que l'amour était né, alors là, Mhm. c'était bon. C'était bon. Amour inconditionnel, fusion clairement Mhm. avec mon fils et ouais, c'était 2 ans et demi d'amour, 2 ans et demi de lien, 2 ans et demi de partage, 2 ans et Mhm. demi où c'était aussi, voilà, une belle aventure et quand j'ai voulu arrêter, eh bien, je ne suis plus jamais retournée en arrière. C'est-à-dire que quand Mhm. j'ai décidé qu'il fallait le sevrer, c'est qu'un soir en pleine nuit, c'était juste la goutte d'eau, en fait. J'en avais marre, en fait. Il avait 2 ans et Mhm. demi. Je me dis, ouais, c'est bon, en fait. Il est 2 heures du matin, l'enfant me réveille pour téter, et puis j'ai mal au sein, quoi. Tu sais, j'ai mal au bout des seins. Mhm. Je dis, non, Mhm. en fait, c'est bon, il y a assez, quoi. Il y a assez. Et puis au final, voilà. Quand j'ai dit il y avait assez, C'était fini.
c'était fini, on n'est plus jamais revenu en arrière. Et du coup, en tout cas, c'est très beau ce que tu dis concernant cet allaitement que tu as pu sauver. Heureusement que tu as eu cette info concernant le frein de langue aussi et que les choses ont pu se mettre en place après. Et du coup, tes premiers pas dans la maternité, est-ce que tu as ressenti un bouleversement? On parle de matrescence, hein, la naissance d'une mère. Est-ce que tu as ressenti ça? J'ai ressenti, mais je n'ai pas attribué ça directement à la maternité à l'époque parce que j'étais tout simplement pas bien informée en réalité. Mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à chercher des informations un peu partout, sur des sites notamment en Hexagone. Et ce dont tu me parles justement, la matrescence, je l'ai vécu, puisque je l'ai cherché en fait, tout simplement. Je ne comprenais pas, j'étais un peu bouleversée, un peu dans un spleen, un peu en train de remettre en question toute ma vie, et à vouloir être avec mon fils seulement. C'est-à-dire que mon identité n'était que mère, en fait. Mhm. Et je voulais plus retourner au travail, ça m'intéressait plus, je voulais être avec mon fils tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Je ne voulais pas le confier, je ne voulais pas qu'on le garde, je voulais être avec mon enfant tout le temps. Et quand j'ai réussi à mettre un mot dessus, je suis tombée donc sur un podcast, La matrescence. La matrescence. Et ça a changé ma vie de découvrir ces choses-là. Il y avait des pages en plus sur mon allaitement pour le sauver. Je suivais aussi beaucoup de pages sur l'allaitement. Je suivais beaucoup de pages sur la matrescence. Je suivais beaucoup de podcasts, la matrescence, Bliss Stories. Bref, j'étais devenue une accro à ces informations qui allaient changer de toute façon toute ma vie, hein, et qui m'ont donné envie, tout simplement, de proposer ça à d'autres qui, comme dans ma situation, se retrouvaient un peu désemparées quand elles ont leur premier enfant, de ne pas avoir les bonnes informations, de ne pas en avoir tout court d'informations pour bien les accompagner. Et c'est comme ça qu'est né Yemoja d'ailleurs. Et puis du coup, une page qui correspond aussi à nos réalités, à nous aussi, c'est Aux Antilles, important. Et donc alors, raconte-nous comment se crée cette page, pourquoi le nom Yemoja, raconte-nous. 2020, on est en 2020, mon fils a 1 an. Et 2020 avec confinement? Pendant le confinement, complètement D'accord. confinement. On est en janvier à ce moment-là. Il faut savoir que fin 2020, du coup, c'était fin 2019 déjà. Fin 2019, je suis en fait un programme avec Mavic Bright. C'est une coach, mindset coach. Donc, je commence à suivre un programme, voilà, pour un peu faire le point sur ma vie, savoir où j'en suis, où je veux aller, etc. Et en faisant ça, en fait, je me rends compte que j'ai des manquements, qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus, des choses que j'ai envie de changer, tout simplement. Et j'amorce, en fait, ces changements-là. Donc, en les amorçant, je fais le tri, je fais le point, je mets en place de nouvelles choses. Et puis, je rencontre des copines. On fait des groupes, en fait, de travail avec 2 de mes copines sur des projets qu'on pourrait avoir l'une et l'autre. Et puis là, je me dis, ouais, on réfléchit à des projets, qu'est-ce que vous aimez, ce que vous auriez aimé faire, etc., etc. Et moi, je leur dis, voilà, moi, ce que j'aimerais faire, c'est un podcast sur la maternité, parce que je me rends compte que moi, j'ai été toute seule dans ma maternité, et que pour le coup, il n'y a rien, en fait, aux Antilles, en tout cas, qui traite du sujet, alors qu'en Hexagone, j'en ai trouvé énormément. On n'est pas encore en confinement, hein, en janvier, hein. On est loin de tout ça d'ailleurs, ça arrive à peine, tu vois. Donc elles me disent, ouais, c'est une bonne idée, machin, commence à chercher ton premier invité, ton nom, le nom de l'émission, tout ça, enfin, commence à travailler dessus, quoi, très concrètement. Je continue de travailler dessus, on est à ce moment-là en février-mars, et je fais participer tout simplement la communauté pour trouver un nom de concept, sans en dire davantage, mais voilà. Je fais participer ma communauté à ce moment-là, j'étais à 1200 abonnés, je crois. J'avais 1200 abonnés. Et puis, ça donne rien. Franchement, ça donne rien. Ce qu'on me propose, c'est pas terrible. J'aime pas, j'accroche pas. Et je regarde en fait une story, je suis là en train de regarder la story de Mélodie Musicale en Martinique, c'est une influenceuse, qui mange au Yemanja. Yemanja, c'est un restaurant antillais en Martinique. Elle mange au Yemanja, et je vois Yemanja. Ça me parle.
Je me dis: «Oh, ça me parle». Je tape Yemanja sur internet et là, je me rends compte que Yemanja, c'est une déclinaison, de Yemoja ou encore de maman de l'eau, toutes ces choses, voilà, c'est la même chose, en fait et je me rends compte que Yemoja, c'est la déesse, de la maternité, la déesse africaine de la protection de la maternité et ouais, je me dis: «C'est une blague? Mais il y a pas de hasard dans la vie. Aucun Mais c'est hasard, ça. Mais oui. aucun hasard!» Je me dis: «C'est bon, mon concept va s'appeler Yemoja». J'avais voulu l'appeler Adou Maman, je me souviens. J'aimais bien Adou Mmh. Maman, mais ça existait déjà, donc c'était pas Mmh. voilà, c'était pas indiqué et Yemoja, ça m'a parlé tout de suite, en fait. Ça m'a parlé tout Mmh. de suite et quand j'ai vu la définition, je me suis dit: «Là, à coup sûr, il n'y a pas de hasard, c'est comme ça que va s'appeler, mon projet» et donc elles me disent ensuite, donc on arrive en confinement, c'était ça. On arrive en Mmh. confinement le 16 mars et je leur dis: «Oh mince, je vais plus pouvoir faire de podcast, j'abandonne quoi, je lâche l'affaire» et là, elles me disent: «Mais non, on est en confinement maintenant, c'est les lives, ça va être génial, fais-le en live. Il faut que tu trouves une première invitée, prestigieuse qui pourrait, ouvrir le bal» Mmh. et là, elles me lancent le défi d'inviter Mavic Bright. Mavic Bright. Et je leur dis: «Mais vous êtes folle, elle va jamais accepter. Elle a jamais fait de live sur son compte. Elle va jamais accepter. En plus, qui je suis pour qu'elle accepte?» J'arrive avec toutes mes limites là et puis finalement, je demande quand même. Je me dis: «Bon, j'ai rien à perdre en vrai. Mmh. Tout à gagner» et puis finalement, je me rends compte que j'envoie le message, il se passe pas 1 heure, hein, avant qu'elle ne me réponde et elle ne me pose aucune question. Elle ne me pose aucune objection et elle me dit oui tout de suite. Je dis: «Quoi?» Je vais sur le groupe de mes copines, je leur dis: «Vous ne savez pas ce qui vient de se passer. Ma Big Bright a dit oui» et là tout démarre en fait. Tout démarre Mmh. donc Comme à ça. l'origine ouais, tout démarre comme ça. Tout C'est démarre le fou. 15 avril 2020. C'est fou. Et du coup, après, ben voilà, se crée cette communauté, ce partage d'informations. Et ça a bien évolué, hein. Ça a énormément évolué parce qu'au départ, les personnes qui sont là aujourd'hui ne connaissent pas le Yemoja de source. Parce que Mhm, le Yemoja de la source, c'était des lives en fait, 2 mhm, lives par semaine pour le coup. C'était un live avec une maman qui racontait son histoire, qu'elle soit traumatique ou non autour de la maternité et un professionnel qui du mhm. coup traitait le sujet En dont apportant dont des voilà, informations. Mhm, un éclairage plus pointu sur ce dont la maman aurait parlé un peu avant. mhm, Quelques mois après, RCI me contacte. Alors d'abord Fun Radio, j'ai été sur Fun Radio quelques mois, donc de mai à août, j'ai été sur Fun Radio de la même année, hein, mai à août, mhm, parce qu'ils m'avaient entendue sur Guadeloupe Première. Et ensuite, RCI me récupère en septembre. Et je mhm, suis donc sur RCI depuis septembre 2020, avec ma rubrique du même nom, Yemoja Parlons Bébé aussi, le mhm. samedi matin. Et tout ça, c'est dingue en fait. C'est C'est hyper dingue. fou. C'est un peu comme si, tu sais, il y avait une brèche, il y avait un besoin qui était C'est là, ça. latent, et que les personnes attendaient en fait. Et je l'ai fait. Et Et j'étais puis fière. du coup, et puis du coup, rien ne, avant ta grossesse, enfin avant d'avoir ton fils, rien ne te prédestinait Non, à ça. mais Et vraiment pas. c'est et c'est fou comment la maternité, enfin, moi avec les rencontres que je fais là, je me rends compte que il faut déconstruire cette idée que la maternité freine les femmes. Au contraire, la maternité c'est un catalyseur Un pour les femmes. catalyseur, Et c'est là, vrai. ben là c'est juste l'exemple. Et c'est vrai, hein, ce que tu dis. C'est un vrai catalyseur parce que ça te Mm, donne des forces, ça décuple finalement bien les forces sûr, que tu aurais pu avoir et que tu n'as pas mobilisées en fait, pour pouvoir, exactement. réaliser des rêves plus grands. Et ce qui m'a motivée à faire Yemoja en plus, c'est mon garçon clairement parce que, Mhm, je me souviens d'un jour où je suis assise, sur le canapé en train de réfléchir un peu à ma vie toujours. J'étais dans cette, perspective, je te dis depuis décembre 2019, je suis dessus, mhm, quoi. Et puis, je réfléchis, je me dis, si demain mon fils me demande, non, je m'étais dit plutôt,
Si demain, on demande à mon fils qui je suis, qu'est-ce qu'il va répondre? Et là, je suis assise sur mon canapé et je me dis: «Merde, quoi, en fait». Il va répondre que je suis conseillère que ma maman est conseillère en assurance et j'ai trouvé alors ouais, c'est cool, hein, ma maman est conseillère en assurance, mais ça en jetait pas, tu vois? Ça en jetait pas. J'avais l'impression de servir à rien La question, c'est surtout, est-ce que ma mère s'épanouit? Est-ce qu'elle est totalement épanouie dans ce qu'elle dans fait? ce qu'elle C'est fait. surtout ça. Et là, pour le coup, Surtout ça. c'était plus le cas, forcément. Et je me disais: «Mais qu'est-ce que je lui laisse, en fait?» Et quand on Mhm. a je me souviens quand, je suis retombée sur des vidéos récemment, quand on a déménagé, tous les 2 et qu'on s'est retrouvés, dans notre petite maison, de campagne tous les 2 et que je faisais Yemoja toujours, hein, parce qu'il fallait Mhm. trouver, voilà des solutions pour faire les 2 en même temps. Eh bien, je suis retombée sur des vidéos où il dit: «Yemoja!» Et puis là, je me dis: Ton «Waouh!» premier fan club. C'est ton premier fan club. On connaît pas. Quand on lui demande, mais c'est quoi le travail de maman chez vous? Ça lui arrive encore de dire, maman, elle est à la maison avec nous. Mais Mhm. parfois, il comprend en fait que Yemoja, c'est le travail de maman. Donc, j'ai réussi parce que c'est ce que je voulais en fait. Je voulais Mhm. pouvoir lui laisser quelque chose, un héritage, qu'il puisse être capable de dire, ouais, ma maman, c'est quelqu'un. C'est surtout, Mhm. surtout ça. Je voulais qu'il puisse dire, ma maman, c'est quelqu'un. Ma maman, elle travaille dans ça, 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 ça. Ma maman, c'est quelqu'un. C'est vraiment beau, en tout cas, que cette aventure soit partie de cette maternité, alors que rien ne te prédestinait à tout ça. Et puis, toutes ces casquettes que tu arrives justement à avoir, parce que là, je me dis, mais à quel moment elle fait tout ça? Et justement, tu disais que voilà, après, vous étiez tous les deux, tu as déménagé, vous étiez tous les deux. Et à partir de quand tu as commencé à te questionner et à te dire, bon, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Comment ça va se passer avec mon fils? Est-ce que tu avais des appréhensions pour cette nouvelle vie, peut-être avec une nouvelle personne? Je me rends compte en fait que, j'ai fait les choses toujours de façon très naturelle, sans anticiper des difficultés et c'est peut-être pour ça que les choses fonctionnent aussi bien, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement positive et du coup, j'ai du mal moi à plutôt voir les choses, toutes noires et je j'arrive pas en fait et Mhm. je pense que je n'ai pas anticipé de difficultés, si bien Mhm. que les choses se sont faites très naturellement et pourtant progressivement parce que j'ai bien évidemment protégé mon garçon, hein, ce qui était tout à fait normal, mais j'ai eu aussi la chance de tomber sur quelqu'un qui était suffisamment, responsable, suffisamment compréhensif pour aussi se dire que s'il mettait un pied là, c'était pas pour jouer, tu vois? Parce Mhm. que Mhm. c'est aussi ça l'enjeu, c'est qu'il y avait pas que moi dans l'histoire. C'est C'est que ça. quand il arrivait dans cette vie-là, il y avait mon fils et moi et Mhm. quand, j'ai décidé de partir, déjà à la base, mon fils avait 1 an Mhm. et il avait 1 an et c'est à 1 an, c'est pas on comprend pas tout ce qui se passe autour de nous. Mais j'avais décidé que mon fils comprendrait. Voilà, j'avais décidé qu'il comprendrait, donc j'ai toujours beaucoup, beaucoup parlé à mon garçon. Quand je faisais les cartons, je lui disais: «Chéri, maman est en train de faire les cartons, donc on va déménager, toi et moi, mais tu auras désormais 2 maisons, tu auras désormais 2 chambres» et cetera et cetera et j'ai toujours, toujours parlé énormément à mon garçon. Ensuite, une fois que j'ai décidé de déménager, on a déménagé, ça s'est très bien passé pour le coup. La transition, pas de changement dans son comportement, tout s'est très, très bien passé. Il a même eu de nouvelles acquisitions le jour du déménagement, c'était un truc de malade. Mhm. L'enfant qui Mhm. n'allait pas à la selle, au pot, ou faisait pipi au pot, a décidé que ce jour-là, il le faisait. Donc je m'étais dit que c'était un bon signal pour moi, Mhm. aussi, qui me rassurait dans mes choix, de me dire que ouais, c'est une bonne transition, on va pouvoir se reconstruire tous les 2 dans cette maison, on va pouvoir avancer sereinement et on a pris ce temps-là, en fait. On a pris ce temps-là, on a pris bonne année pour, se reconstruire tous les 2, pour créer de nouveaux souvenirs, tout simplement, de beaux souvenirs en plus. On Mhm. a vraiment fait de chouettes choses pendant cette belle année. C'était vraiment très chouette. Mes meilleurs souvenirs, en fait, c'est, quand on sortait de chez l'assistante maternelle et que, on allait s'asseoir sous les arbres fruitiers, du jardin,
qu'on cueillait le goûter à même l'arbre et qu'on s'asseyait là. Et on mangeait le goûter de l'après-midi. Et c'était génial. On était dans un slow life et pourtant, j'étais toute seule à gérer mon fils. Et j'avais pas l'impression d'être submergée au final. Et après, quand j'ai décidé que je devais passer à autre chose, tout simplement, eh bien, ça s'est fait naturellement. Puisque mon compagnon, c'est quelqu'un que je connaissais parce qu'il était mon coach sportif à l'époque, mais pas quelqu'un avec qui, voilà, tu vois, enfin, les choses se sont faites naturellement, je pense. Et quand j'ai décidé qu'on allait passer à une étape supérieure, mais notamment en présence de mon garçon, tu sais, eh bien, ça s'est fait naturellement. Il a tout de suite intégré les choses, il a été en douceur et il s'est toujours dit que pour qu'un enfant t'accepte, il faut lui accorder du temps. Et du coup, quand en journée, il était avec nous, eh ben, il prenait le temps en fait d'être avec lui parce que mon fils avait besoin d'être apprivoisé de la même façon qu'un petit oiseau que tu récupères blessé. Il fallait l'apprivoiser pour lui redonner confiance, qu'il retrouve un peu l'âge soyeux. Non, vraiment, il a pris ce temps-là avec lui et ça nous a permis aussi de prendre confiance parce que comme je le dis souvent, ça n'a pas été tout rose, bien évidemment. Il y a eu des difficultés, il y a eu des peurs. On a fait parfois 10 pas en avant pour en faire 50 en arrière. Donc, c'était des défis, en fait, permanents. Et pourtant, comme on avait tous les deux un objectif, et l'objectif, c'était la famille, de faire famille, eh bien, on a gardé cet objectif-là en tête, au-delà des défis, en fait, qu'on a eu à traverser, au-delà de toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir. Eh bien, on s'est dit, on veut ça, en fait. C'est ça notre objectif. Au-delà de tout, c'est ça notre objectif. Donc, on va se donner les moyens et puis on va continuer d'avoir la foi et d'y croire, en fait, tout simplement, de croire que ça va fonctionner. Et ça a fonctionné. Aujourd'hui, si mon fils ne dit pas GG dans la rue, tout le monde pense que c'est son père, tu vois. Et je pense que les nouvelles abonnées aussi, parce qu'elles elles ne voient pas, c'est pas palpable notre vie de famille recomposée, même si nous le sommes. Mais ouais, on penserait qu'ils sont père et fils, quoi, tellement ils ont une complicité qui est toute, qui est la leur. Et ça se passe très bien. J'ai pas eu à me poser de questions. Et tout le monde a pu trouver sa place, en fait. Oui, c'est ça. Ça a pris le temps que ça a pris, mais tout le monde a pu trouver sa place et ça a été possible, en fait. On s'est dit que ça l'était et bien évidemment, j'ai été attentive au retour de mon garçon, tu sais, enfin à son comportement et quand j'ai compris que c'était bon, eh bien, on a commencé à intégrer petit à petit des choses nouvelles. Donc, par exemple, qu'il dorme avec nous. Ensuite, qu'il reste un peu plus longtemps qu'une seule nuit, tu vois. Donc, à chaque fois, on a rajouté, on a pris le temps. Progressivement. On a rajouté des choses au fur et à mesure jusqu'à pouvoir penser vivre ensemble, tu vois. Mais on a fait les choses vraiment très progressivement. Jamais avec trop de, tu sais, trop de rapidité, parce que ça reste un enfant, pour que les choses soient bien assises. Toujours en communiquant, en Ouais, expliquant. peut-être dur, hein, parce qu'il y a même l'histoire de l'éducation. Enfin, tu vois, c'est des sujets sur lesquels c'est toujours compliqué parce qu'on arrive dans une relation en ayant soi-même des vestiges d'éducation de nos parents. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a envie d'inculquer à des enfants, à nos enfants, et qui sont pas toujours en phase avec l'autre, parce qu'on n'a pas été élevé pareil, quoi. Mais pour autant, c'était beaucoup de communication pour réussir à trouver un juste équilibre entre les deux choses, les deux types d'éducation que nous avions et qu'on voulait inculquer à Joa. Parce qu'il fallait aussi lui laisser sa place par rapport à Joa. Il n'était pas juste le compagnon de Meggy. Il devenait, de fait, à ce moment-là, le beau-père de Joa. Donc ça veut dire qu'il avait un rôle tout à lui et qu'il fallait trouver sa place au sein de cette famille parce que mon fils et moi, on était déjà une famille, quoi. Donc ça veut dire c'est ça, c'est ça parce que tout à l'heure tu parlais de cette fusion finalement entre vous deux, donc il fallait qu'il trouve sa place. Trouve sa place et qu'il casse la fusion, parce que c'est ça aussi. C'est que
on n'est pas né pour être en fusion avec son enfant. C'est pas avec son enfant qu'on doit être en fusion. Mais ce n'est pas ce qui est attendu, en tout cas. Mhm. Et ça ne doit pas durer longtemps, surtout. Mhm. C'est que d'ailleurs, quand le bébé naît, il est en fusion avec sa mère. Et le rôle du papa, c'est de justement casser cette fusion-là. Quand les papas pensent qu'ils servent à rien, tout ça, que l'allaitement, ça m'empêche d'être avec mon enfant, en fait, le papa est là pour casser la fusion avec la maman, pour qu'elle puisse comprendre que son enfant n'est pas sa prolongation, en fait, n'est pas son Mhm. prolongement. Son enfant est une personne à part entière. Et donc, il a réussi à casser cette fusion Et à trouver et sa à trouver sa place. place. Et du coup, à partir de quand est venu le sujet du coup du deuxième enfant pour toi et du premier pour lui? Eh bien, je crois que ça arrivait un peu plus d'1 an et demi après, où ça faisait sens pour nous de tenter l'aventure. Je pense qu'au début, j'étais plus pour que lui, peut-être juste sur une question de timing, parce que les hommes ne sont jamais, on n'est jamais en phase toujours sur le timing par rapport à ça. Mais en revanche, totalement emballée par l'idée. Et du coup, on se lance. Et malheureusement, sur le premier essai, ça ne fonctionne pas. Je fais une fausse couche après 7 semaines. Et là, au lieu de justement voir ça comme une douche froide, comme ouais, on n'est pas prêt, ouais, c'est pas une bonne idée, ou tu sais, voir encore une fois le verre à moitié vide, eh bien, on décide d'être résilient, d'y voir une leçon, d'y voir quelque chose à faire en fait avec ça. C'est comme ça que naît les associations, notamment sur Non, l'accompagnement, Normand-nous, avec Faye, nommons-nous. voilà, qu'on a co-créé avec Faye. Et ouais, c'était aussi une belle aventure, malgré tout. Tu sais, malgré cet épisode malheureux, ça reste une belle aventure, puisque j'ai rejoint Faye sur le projet et je me suis dit, ouais, c'était mon pourquoi. C'était devenu mon pourquoi. Et C'est puis, on a ça. attendu 3 cycles, je crois, 3 mois après la fausse couche, pour retenter l'aventure. Et là, c'était difficile, très, très difficile psychologiquement, parce que malgré le fait que ça ait duré que 7 semaines pour le commun des mortels qui penserait ça, eh bien, ça reste sur une grossesse de 9 mois, un traumatisme qui était important. Et du coup, j'étais obligée de rester ancrée. Je devais rester ancrée et il fallait que je trouve mes points d'ancrage parce que c'était difficile psychologiquement pour moi de rester ancrée et de me dire que cette fois-ci, ça va le faire, en fait. C'était très difficile, les débuts notamment. Il n'y avait pas cette C'était insouciance dont tu fini. parlais pour Exactement. ta première grossesse. C'était fini, c'était vraiment terminé. Je n'avais plus du tout l'insouciance. Et du coup, comme je n'avais plus l'insouciance de je vais le perdre ou je vais pas le perdre, tu vois, comme j'avais plus ça, j'ai dû me raccrocher à mon bébé et j'ai dû rentrer en lien très très tôt avec elle. Donc la Et connexion. connexion, tu sais que du coup, connexion tellement forte que je te jure qu'à 9 semaines, et je le raconterai toujours, à 9 semaines de grossesse, là où en fait j'ai eu peur, j'ai commencé à avoir peur en fait, parce que mes nausées étaient devenues des doudous pour moi. C'est-à-dire que plus j'avais des nausées, plus je vomissais et plus je me sentais bien, psychologiquement. Parce que c'était pour moi un signe que mon bébé va bien. Signe de grossesse que ton... Bah oui, c'est ça. Exactement. Signe que mon bébé va bien et que je suis enceinte en fait. Et c'était devenu des doudous. Et un jour, alors que je suis à 9 semaines, j'ai plus de nausées. Un jour. Juste une journée. Pendant une journée, j'ai plus de nausées, plus de vomissements. Au lieu de voir ça comme un signe de OK, Soulagement. de soulagement, j'ai vu ça différemment, moi. Ça m'a stressée de ouf. Et je me suis dit, what? J'ai plus de nausées, il faut que j'ai un signe. Bébé, si tu es là, bouge. Enfin, tu vois, je rentre en lien avec ma fille. Et là, je sens les bulles. À 9 semaines. C'est un truc, à 9 semaines, on n'est pas censé sentir son bébé bouger. Mais à 9 semaines, je sens les bulles dans mon ventre. Et là, je me dis, OK, c'est bon, elle est là. Enfin, il est là, je savais pas c'était quoi le sexe. J'ai refusé de le savoir jusqu'à l'accouchement. Mais ça m'a permis de rentrer en lien avec mon bébé et de rester en lien avec lui. Et donc, j'ai mis en place des choses, hein, tout simplement. J'avais une alarme sur mon téléphone qui sonnait tous les jours à 9 heures pour me dire tu es enceinte d'un bébé en bonne santé, qui va bien,
qui respire. La première écho, c'était dur aussi d'y aller, le stress, parce que c'est à la première écho qu'on avait découvert que le premier était décédé. Et du coup, la première écho, c'était dur d'y aller, hein, parce qu'on s'est dit: «Pouah, on n'a pas envie de revivre ça», mais en même temps, on y croit, tu vois? Et mais on est tombé sur une sage-femme super qui a compris que c'était délicat et qui a voilà, elle a cherché tout de suite le cœur pour nous faire écouter et que voilà, Fineves, ça c'est bon, il y a un cœur, on passe à autre chose. Ça nous a permis de continuer à y croire et on a continué à y croire, on a laissé la croyance grandir au fur et à mesure avec elle et on a baigné cet enfant-là d'amour, mais tellement, tellement, maman, j'ai vécu une très belle grossesse. C'était complètement différent de mon garçon parce que j'étais en conscience, que j'étais connectée à ma fille et le fait de ne pas connaître le sexe, j'étais connectée à un bébé. J'étais pas connectée à une fille ou un garçon, j'étais connectée à un bébé et j'étais à fond, mais j'étais à fond, méditation. Et puis là, tu avais t'avais accumulé, mais Avec plein des de connaissances connaissances, puisque c'est tu ça, tu baignes là-dedans. Donc complètement. c'est À ce moment-là, ça fait 2 ans du coup et c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Ça a aussi beaucoup aidé d'avoir des connaissances différentes, de faire attention un peu plus et puis de savoir, ouais, comment me positionner, ce qui allait venir, j'ai aimé aussi respecter le fait que, c'était le premier enfant de mon compagnon du coup et de revivre ça avec lui, comme si c'était notre premier en fait et là où lui a pensé au début que je le faisais, pour lui et ben, en fait, je me suis rendu compte que juste je me souvenais pas. Je me souvenais pas de ce que j'avais vécu du coup avec mon garçon parce que c'était tout simplement trop loin. Ça faisait déjà 4 ans, et j'ai oublié en fait et au-delà d'avoir oublié, il y a tout simplement des choses, que j'ai moins vécues en conscience, donc je ne pouvais pas en fait me rappeler tout simplement. Tu disais que tu étais pas forcément aussi connectée à tes Oui, émotions et on sait que je les me souvenirs connaissais sont moins, liés à la trace émotionnelle, donc il complètement. y a ça aussi. Et est-ce que tu peux nous parler justement de l'annonce? Comment tu as annoncé à ton fils que tu attendais un bébé et comment il a réagi? Je crois qu'au début, on lui a dit, «Chaton, et si, est-ce que tu voudrais avoir une sœur ou quelque chose comme ça?» Et il avait dit: «Oui!» Et en fait, on est parti de ça et là, on l'a intégré dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu d'avoir 3 mois, d'attendre que le ventre se voie, parce qu'il y avait un cadre spatio-temporel qui était facile pour lui, puisque c'était censé être un bébé pour Noël. Donc il comprenait lui qu'à Noël, ta sœur sera là ou ton frère sera là. D'ailleurs, mon fils, Ça petite aide, histoire, c'est vrai que ça ça aide. aide de ouf, hein. Mon garçon a toujours voulu une sœur. Il a toujours dit que c'était une fille. Toujours, toujours, toujours. Mon compagnon, lui, connaissait le sexe et lui a souvent dit: «Mais si c'est un garçon, chérie, tu vas quand même l'aimer?» Non, il a dit non. D'accord, donc attends, ton compagnon connaissait le sexe et pas toi? Mmh. Mais vous êtes des fous. Et pas Mais du moi. coup, jamais et toi, tu Pas n'as une seule jamais fois. eu Il m'a envie baladée. de ah là là et tu jamais eu envie de lui dire: «Allez, dis-moi s'il te plaît Non. finalement». Jamais, mais parce que Ah je là me suis là. toujours, toujours dit en revanche, il y a des choses, tu sais, autant désir d'enfant, c'était pas là, mais il y a un truc que je savais au fond de moi, c'est que j'aurais eu un garçon en premier, ça c'est une première chose, que, je voulais une fille, ça c'était une deuxième chose et que pour ma deuxième grossesse, je ne connaîtrais pas le sexe et que je ne voudrais pas le connaître et du coup, j'ai tenu, j'ai même pas eu la curiosité de vouloir le savoir, tu vois? Mmh. Et j'ai trouvé ça génial parce que à la fin, du coup, à l'accouchement, quand on me l'a posé sur moi, mais j'ai fondu en larmes comme jamais. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que Mmh. cette histoire de love at first sight pour son bébé, c'est contextuel. Parce que j'étais dans un contexte qui ne pouvait que faire que j'aime ma fille au premier regard, en fait. Parce que je la découvrais. J'étais en Mmh. lien avec elle tout le long. Je la découvrais pour la première fois elle est née et puis, j'étais, mais amoureuse, mais plus, un truc de malade. Mon amour était immédiat. On m'a posé mon enfant sur moi, j'étais amoureuse et c'était dinguissime. J'ai accouché sans péridurale, non, j'ai eu l'accouchement de mes rêves. J'ai eu mal. J'ai eu
très mal. J'ai été transformée, transcendée par la douleur. Vraiment, je suis devenue une bête pour le coup. Animal, c'était Animal. animal. C'était complètement animal. Mon compagnon ne m'a pas reconnue. Mais c'était aussi mon plus bel accouchement parce que j'étais connectée à mes émotions, j'étais connectée à ma douleur, j'étais connectée à ma fille et quand on me l'a posée, C'était waouh! un choix C'était un d'accoucher sans choix, péridurale? c'était un choix. Je savais que j'aurais pu réussir et j'avoue qu'à la dernière minute, les 5 Et dernières tu l'as minutes, fait. je voulais qu'on me pose la péridurale. La phase de désespérance, cette Exactement. fameuse phase de désespérance. Ça n'a fait aucun sens parce que personne me l'aurait donné à ce moment-là, la tête était déjà là. Mais moi, je voulais ça. Moi, j'aurais voulu la morphine, donnez-moi tout ça ce que vous voulez. J'ai mal tout de suite. Et en général, d'ailleurs, on prévient enfin, la personne qui est avec nous, le coparent, le compagnon, on prévient le compagnon, il y aura cette phase de désespérance On lui si a elle rien vous dit, hein. demande. On lui a rien dit, le pauvre, il a découvert. En plus de ça, je lui ai dit au moment où il me prend la main, parce que, enfin, et c'est pas qu'il me prend la main, mais c'est il essaie de me soutenir comme il peut, tu vois. Et puis moi, je suis là, je lui dis, sors de là, sors de là, sors de là. Là, presque j'aurais dû lui dire dégage, tu sais. Mais je dis sors de là. Et je deviens une bête à ce moment-là. J'ai super mal, je peux plus. Il faut pas me toucher, en fait. Il ne faut pas me toucher à ce moment-là. Et pour le coup, c'était malgré tout mon plus bel accouchement pour le moment. En tout cas, qui sait, j'aurais peut-être une 4e grossesse. Mais non, c'était magique. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, quand on te pose ta fille, tu ressens cet amour-là tout de suite. Et du coup, alors, est-ce que tu avais choisi aussi d'allaiter? Est-ce que l'allaitement c'est mieux mis en place que Tout le est premier différent. allaitement? Tout est différent, en fait, mais vraiment tout. L'accouchement l'était. Alors, la grossesse l'était. L'accouchement l'était. Ma fille a parfaitement bien pris le sein, à tel point qu'elle a dû prendre 1,5 kg, un peu plus d'1,5 kg sur un mois. C'est pour te dire à quel point elle avait aucun problème de poids. C'était un bébé Michelin. Et c'est un bébé Michelin, toujours. Et pour le coup, aucun problème d'allaitement, aucun problème au niveau du sommeil. Non, mais c'est un truc de dingue. Parce que mon fils, j'ai galéré de ouf. Mon fils a fait ses premières nuits à 2 ans et demi. Donc N'en autant te parle dire pas. que, voilà, j'étais fatiguée. J'étais saturée de fatigue. Et là, ma fille, non, tout va bien. Du coup, alors ce deuxième postpartum, si tu devais comparer ton deuxième postpartum à ton premier, est-ce que tu peux nous en parler de ce Il y a deuxième beaucoup postpartum? de choses qui sont différentes, forcément, parce que je suis pas la même Avec personne un déjà. premier, et puis tu as un Ouais, premier et j'ai aussi. un premier, c'est ça. Donc déjà, la différence entre les 2, c'est que je ne suis pas la même personne, d'une part. J'avais à l'époque 28 ans, mon premier enfant, je découvre tout ça. Donc j'étais dans un état d'esprit qui était bien différent. Et je pense que pour mon garçon, en revanche, j'ai fait une dépression postpartum. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'en ai fait une parce que j'allais pas bien, tout simplement. J'allais vraiment, vraiment pas bien. Je n'ai pas su le voir, le papa de Johan n'a pas su non plus le voir. Ce sont des amis qui l'ont vu, qui n'ont pas osé m'en parler parce que visiblement j'étais susceptible. Mais ouais, j'allais pas bien, tout simplement. Je m'enfermais en fait dans un truc qui, ouais, c'était pas bien, quoi. Mais ensuite, pour celle-ci, du coup, je me retrouve avec un compagnon qui est investi en fait, tout simplement. Et ça fait la différence parce que on a un premier à gérer cette fois-ci et la charge mentale est forcément décuplée Décuplé. et il faut s'occuper des deux parce que le premier n'attend pas, que le premier ne va pas te dire ok bon maman d'accord comme t'as ma soeur à gérer j'attends. Il va pas te dire ça. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment en équipe là pour le coup. Et mais en revanche, je me rends compte malgré tout que malgré le fait qu'il soit investi, malgré le fait qu'il soit présent, malgré le fait qu'il s'occupe totalement de sa fille sans moi, puisque je travaille 2 jours par semaine et pendant ces 2 journées-là, elle est avec son papa exclusivement, tu vois. Donc malgré tout ça, il y a des tâches qui sont inhérentes à la maman, dont on ne peut pas se détacher. Quand ton fils a besoin de toi exclusivement pour faire quelque chose et qu'il ne veut pas de son beau-père, ben t'as pas le choix en fait. Et ça rajoute à ta charge mentale, forcément.
L'allaitement, c'est aussi contribuer à la charge mentale parce que personne d'autre ne peut le faire pour moi et que c'est fatigant. Donc, je vis les choses différemment. Je fais attention, surtout. Par exemple, dans les mots postpartum que j'ai pas eu pour mon fils, il y a eu la chute de cheveux, tu vois? J'ai pas connu du tout. C'est-à-dire que oui, j'ai eu une chute de cheveux, mais sur mes longueurs. Alors que là, c'était les tempes que j'avais qui étaient dégarnies, qui commençaient en tout cas à se dégarnir, mais j'ai réagi très vite en prenant un coaching capillaire pour réagir parce que c'est pas possible. Mes cheveux sont un signe extérieur de beauté, tu vois? Que ça fait partie de moi, donc je peux pas en fait. J'ai vraiment eu du mal, hein. Je peux te dire qu'après chaque shampoing, j'étais dans le down, hein. Pour le coup, j'étais pas bien. Mais pour autant, je me rends compte que je vis mieux mon postpartum aujourd'hui. J'ai recommencé les choses à mon rythme. Je me rends compte que quand il s'agissait de reprendre le travail, je l'ai mieux vécu aussi. J'étais prête. Enfin, ton travail, c'est une source d'épanouissement Oui, aussi. c'est Ça ça. change C'est aussi. exactement ça. Tout est différent en fait. Et je me rends compte que ma fille aussi est plus indépendante que ne l'était mon garçon. Vraiment beaucoup plus. Ce qui fait que ça m'a laissé beaucoup de temps aussi. C'est-à-dire que je pouvais la poser dans son transat ou sur son tapis et elle restait de longues minutes sans me réclamer du tout, à regarder autour d'elle, à être un peu attentive au bruit, au son. Tu vois, donc ça m'a laissé aussi beaucoup de temps pour moi finalement, pour faire autre chose. Et quand je me suis retrouvée pas très bien dans mon corps, pas très bien avec moi-même, même là, même si ça a pris du temps pour réussir à le verbaliser à mon compagnon, il a réagi quand on a réussi à le faire. Parce que c'est pas toujours facile hein, de pouvoir verbaliser qu'on ne va pas bien, parce que on se met une pression, je pense, seul à réussir en fait. On se met une pression à devoir tout gérer, on se met une pression pour réussir là où nos mamans n'auront pas réussi, à être le potomitan, cette image de femme solide. On oublie que ouais, on a le droit aussi de pas être bien. Je viens quand même de passer 9 mois où j'étais mise sur un piédestal, où c'était Sainte Meggy priait pour nous parce que tu portes la vie et que tout le monde fait attention à toi, Et à un après, accouchement et un après où c'est ta fille avant, quoi, tu vois? C'est le bébé avant. On ne vient pas voir Meggy, tu vois? Quand l'enfant naît, c'est pas la maman qu'on vient voir. On vient voir ta fille et toi, tu es fatiguée, tu dois faire attention, tu dois t'apprêter. Tu as des vêtements qui sont plus adaptés parce que tu souhaites allaiter et que pendant la grossesse, c'était encore d'autres vêtements. Donc ça veut dire que même quand tu essaies de reprendre tes vêtements d'avant, tu rentres plus dedans de toute façon. Donc c'était tout un tas de choses, de petites choses en tout cas, qui étaient dues de toute façon au postpartum et qui ont pris du temps en fait, qui ont pris du temps avant de me sentir moi, Meggy, bien dans ma peau et dans mon corps. Et ce qui a permis vraiment de déconstruire ça, j'ai envie de dire, c'est que mon compagnon m'a emmené faire du shopping. Voilà, on a fait du shopping. On a été faire du shopping à plusieurs reprises. Donc faites du shopping, les femmes qui nous entendent, qui nous écoutent. Mais vraiment, ça a participé à retrouver mon image, tu vois. Donc on est parti faire du shopping et j'ai repris en fait des vêtements qui étaient à la fois adaptés pour allaiter, mais qui faisaient de moi une femme, tu vois. Ce qui me renvoyait en tout cas l'idée que j'étais une femme. Et du coup, après est venue l'envie de me faire belle, entre guillemets, l'envie de me retrouver. Et du coup, je mettais un point d'honneur à aller travailler le mardi et le jeudi en étant apprêtée. J'étais au top de ma forme. Je faisais tout, l'anti-cerne, le maquillage. Je mettais des couleurs vives parce que j'ai toujours porté du noir, tu vois. Donc, j'ai revu tout ça. J'ai revu tout ça et ça a contribué à augmenter l'estime de moi-même, déjà. Ensuite, ma confiance, mais également à équilibrer, en fait, mon taux d'hormones, là, au sein de... Parce que quand tu restes un peu dans le down, malheureusement, et que tu revis, parce que le down appelle le down, hein, le finalement. down appelle le down. Et du coup, je revivais, en fait, mon postpartum, inconsciemment, en tout cas. Ton premier postpartum. Mon premier. Je revivais, en fait, les étapes
où j'avais l'impression d'être que la mère de Joa, je m'habillais tout le temps, j'étais en train de cumuler travail, casquette de maman. J'étais devenue que la maman de Joa au final. J'étais invisible. J'étais invisible. Tellement pour dire que je ne faisais pas de sport, j'avais pas de loisirs, je voyais très peu mes amis. Et c'était un postpartum très difficile au final, où je me suis isolée moi-même et où j'étais devenue effectivement la mère de Joa uniquement. J'étais L'ombre devenue de que sa maman, toi-même. l'ombre de moi-même. Et j'étais doucement en train de revivre ça à des pics, en fait, d'événements. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les mémoires anniversaires et qui font que inconsciemment, sur le plan inconscient en tout cas, on revit des Ça traumatismes. revient. Ça revient toujours. On revit des traumatismes. Il y a des choses, en fait, des épisodes de nos vies qui vont déclencher donc ces mémoires anniversaires et qui font que tu vas revivre sur le plan inconscient ces choses-là. Donc là, à un moment donné, j'ai revécu ça. Alors que le garçon rentrait après une journée de travail, il rangeait la maison, il faisait le repas, il faisait en sorte que Joa soit douchée. Tout ça, j'avais l'impression quand même Qui faisait pas qu'il assez. faisait pas assez. Tu t'en rends compte? Et je me revois en train de revivre ça finalement, alors que il avait tout fait pour que je sois allégée en fait de ces tâches-là. Mais j'avais quand même l'impression que j'étais que la maman de la dernière, quoi. Et sauf que c'était pas la réalité du tout. C'était un traumatisme que j'avais vécu qui revenait à mon inconscient. Et je devais balayer ça. Je devais balayer ça et me dire non, en fait, mais meuf, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux du pain et du beurre avec ça? Tu veux qu'on te masse les pieds? Tu veux quoi? Tu vois? Et ouais, il fallait se rendre compte de ça aussi avec un suivi, du coup, parce que j'ai revu ma psychologue. Et je me suis dit C'est non, j'ai important d'en besoin. parler aussi. Et il faut pas avoir honte en fait de dire que c'est nécessaire parce que il le faut. À un moment donné, je ne pouvais pas toute seule me rendre compte que je refaisais les mêmes erreurs, tu vois, mêmes erreurs de mon postpartum. Et elle m'a bien fait comprendre que ça allait être une période clé et qu'en fait, comme mes deux enfants sont nés au même mois, il y a des choses de mon premier que j'allais revivre avec ma deuxième, qui allaient se réactiver parce que je suis en train de réactiver tout ce qui est cellulaire en fait. Et au niveau de mes cellules, il y avait des informations qui avaient été enregistrées pour mon premier postpartum que j'allais forcément revivre avec ma fille et qu'il fallait que je fasse attention pour le coup parce qu'ils sont nés le même mois. Donc autant te dire que il y avait c'était chargé. Et le postpartum du coup, il fallait pour cette fois-ci le gérer différemment. Ouais, tirer la sonnette d'alarme quand il fallait pour aller voir la psy, s'asseoir là, discuter, prendre les problèmes à bras le corps et puis ouais, je me souviens avoir dit à mon compagnon, j'ai besoin de me sentir connectée à toi, me ressentir connectée à toi. Parce que j'avais l'impression que on rentrait dans une routine de parents. De parents. De juste, on est de très bons parents. Mais c'est vrai que c'est important aussi de parler de l'impact que ça a aussi sur le couple. On n'en parle pas tant que ça. Et c'est important d'en parler et justement de ce qui peut être mis en place. Et c'est pour ça que là, tu parles justement de ta psychologue. Essentiel, c'est effectivement essentiel. J'ai aimé que tu parles aussi d'équipe parentale, tellement ça finalement. Et il faut le retenir comme ça pour qu'il reste. Parce que je me souviens que tu sais, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Et on ne sait pas en fait si demain on sera encore un couple. Et en prévision de ça, parce que je suis déjà passée par là, je sais que le plus important aujourd'hui, en tout cas l'une des choses les plus importantes, c'est qu'on soit une équipe parentale solide à la fois. Notre couple aussi, bien sûr, doit l'être parce que ça a existé avant nos enfants, tu vois. Enfin, en tout cas, avant la dernière. Mais c'est important, en fait. C'est hyper, hyper important que l'équipe parentale soit solide pour accompagner les enfants dans les objectifs qu'ils vont avoir pour leur vie. Ne pas oublier le couple, bien évidemment, parce que, encore une fois, je le dis, le couple était là avant les enfants, toujours, se rappeler de ça. Qu'importe le nombre d'enfants qu'on a, le couple passera du coup toujours avant l'équipe parentale. Pourquoi? Tout simplement parce que après les enfants, il ne restera que le couple.
Donc ça veut dire que si tu ne consolides pas ton couple, Ton si tu couple. solidifies pas les bases de ton couple pour cette partie-là, eh ben, ce qui va vous rester, c'est d'être parents, en fait. Et ça a été l'erreur de nos parents à nous, de nous, jeunes générations. Je pense que nos parents, pas tous, heureusement, mais une grande majorité de nos parents, n'étaient que nos parents, en fait, en finalité. Et quand on est parenti, quand on a quitté le foyer familial, eh ben, ils savaient plus ce que c'était d'être un couple. Ils ne savaient plus vivre ensemble, vivre tous les deux. Il y a un vide qui se crée. Alors, c'est pour ça qu'il est essentiel de continuer à nourrir à la fois le couple et l'équipe parentale et trouver les aides qu'il faut. Parce que c'est pas simple hein, quand on se retrouve parent pour la première fois ou parent d'enfants de deuxième ou de troisième, de réussir à retrouver l'équilibre. Parce que c'était ça en fait. C'est que on a connu un équilibre que tous les deux avant qu'ils ne connaissent Joa. On a connu un équilibre où on a intégré Joa et il fallait trouver un nouvel équilibre quand on a intégré Lohan. Donc, ça devenait un truc à 4 où il fallait trouver sa place, où chacun devait trouver sa place. Chacun trouve sa place. Et justement, est-ce que pour toi, la clé aussi de tout ça, c'est de continuer pour que tout le monde continue à trouver sa place, continue à passer du temps exclusivement aussi avec ton premier, pas que des moments avec tes 2 enfants. Est-ce que tu y arrives aussi? Pas toujours. C'est une vraie réalité. Hein. Dans la vraie vie, on n'y arrive pas toujours, mais on se donne les moyens. Et on essaie de construire autour de nous notre village de personnes sur qui on peut compter. C'est vrai qu'on a toujours pris à cœur de se responsabiliser au niveau de nos enfants. Donc, ça veut dire qu'ils sont gardés le moins souvent possible et ils ne sont pas des freins pour nous dans notre vie de couple déjà et encore moins dans notre famille, bien sûr. Mais on fait tout avec nos enfants, quasiment. Et il est vrai que quand on veut et quand on a besoin de se retrouver que tous les deux, eh ben, soit on le fait quand les enfants sont à l'école, du coup, sur les temps scolaires, comme ça tu sais que c'est un temps que tu as et ton enfant est gardé. Ou soit on a une équipe sur laquelle on peut compter, mamie, papi, tati, marraine, qui peuvent garder les enfants 1 à 3 heures par jour, tu vois, sur une journée quelconque, pour permettre de trouver cet équilibre-là. Et c'est la même chose de pouvoir ou garder un seul enfant et on en garde un seul avec nous, C'est ça. puisque déjà à la base, étant dans une configuration de famille recomposée, l'un d'entre eux n'est pas là toutes les 2 semaines. Donc ça crée une routine de toute façon où on a aussi un temps privilégié qu'on passe avec un seul enfant toutes les 2 semaines. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis après, j'ai juste simplement rajouté le mercredi notamment que je passe exclusivement avec le plus grand pendant que la plus petite est gardée du coup par une assistante maternelle. Donc ça m'a permis de trouver un équilibre. Un équilibre. Parce que je me suis retrouvée en fait à un moment donné dans mon postpartum à être tellement fatiguée que je n'arrivais pas en fait à passer du temps de qualité avec mon plus grand. Tu vois, je n'avais pas l'espace mental pour être présente pour lui vraiment. Et ça peut créer des catastrophes, de la jalousie notamment. Et c'est tout ce que je ne voulais pas. Parce que pour moi, il est important qu'un frère et une sœur soient soudés, tu vois. Donc je me dis que ça se construit dès maintenant, en fait, dans l'approche, qu'il n'ait pas l'impression qu'il est plus lésé que sa sœur sur ce plan-là, et qu'on est là pour lui, en fait. Donc c'était important de réussir à trouver cet équilibre-là. Et ça a été un vrai jeu d'équilibriste pour le coup, de réussir à trouver, de réussir à trouver l'équilibre, de réussir à faire en sorte que tout le monde trouve parfaitement sa place et de construire l'équipe, en fait, autour de nous qui allait nous permettre de faire ça. Et du coup, alors actuellement, aujourd'hui, ta fille a combien de mois? 5 mois. Elle a eu 5 mois cette semaine. Elle a eu 5 mois. Alors comment tu te sens là actuellement? Eh bien, aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai trouvé l'équilibre parce que chaque jour ne se ressemble pas. Mais je m'adapte mieux, en tout cas. Je peux répondre plus facilement aux besoins des deux enfants. Mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile du tout. Hein.
cette histoire-là. Moi qui voulais Mhm. enchaîner, tout ça, on s'était dit qu'on allait avoir 2 enfants, avec des écarts très courts. Eh bien, on revoit notre copie parce qu'on a ce besoin de retrouver d'abord un équilibre, avoir l'impression que, ouais, on est «stable» entre guillemets, avant Mhm. de retomber dans une autre, aventure, et être pleinement présent pour les 2 qui sont déjà là, avant de se concentrer sur autre chose, en fait. Et Mhm. aujourd'hui à 5 mois postpartum, la chute de cheveux commence à être, moins régulière, donc ça, c'est bien. Mhm. J'ai réussi à trouver des solutions. Je commence à retrouver aussi, un corps postpartum qui me convient mieux, que j'arrive Mhm. à regarder dans la glace, tu vois? Donc j'ai repris le sport, donc ça me fait énormément de bien après ma rééducation périnéale et abdominale et ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce qu'en plus à la salle, on a une espèce de grand miroir, tu sais? Devant lequel On peut pas le rater, quoi. On on peut peut pas pas. le rater. Quand tu arrives, tu peux pas le rater et ça me fait énormément de bien, en fait, de me voir. C'est-à-dire que quand je viens en salle, c'est pas du narcissisme, c'est que ça contribue, en fait, à l'image que je renvoie, que je me renvoie Mhm. à moi-même et comme je Mhm. le dis souvent à mon compagnon, quand je viens en salle, c'est moi versus moi. C'est-à-dire que quand je me regarde dans la glace et que je vois mon corps changer et ben, ça contribue à mon estime et à ma confiance, tu vois? Mhm. Et Et à en ce moment la reconquête de ouais. l'image de soi De aussi. moi, c'est clair et en ce moment, je trouve que vraiment, je suis très satisfaite de ce que je vois. Et je suis très contente d'y aller. Pourtant la motivation, je peux te dire qu'elle y est pas elle y est pas tous les jours, hein. Quand Mhm. je décide d'y aller, en plus, parfois, j'ai les enfants m'auront fatiguée, épuisée, à tel point que je me dis: «Sérieux, il faut que j'y aille là? Sérieusement?» et Mais ouais, une fois que tu y es, ah ouais, je verse tout, je déverse mhm. tout et Mhm. ça contribue à mon bien-être aujourd'hui et je sais qu'au moins j'ai ça, tu vois? Parce que j'avais pas encore Mhm. non plus réussi à trouver l'équilibre pour voir mes amis, pour, faire d'autres choses, pour sortir. D'ailleurs, je ne me sens pas encore prête à sortir le soir, par exemple, pas tout Mhm. c'est pas voilà, j'en ressens pas le besoin. J'ai aussi Mhm. besoin d'être, d'être, avec mon compagnon, tu vois? Aussi, Mhm. Mhm. pour se retrouver tout simplement quand les enfants sont au lit Mhm. et pour le coup, sortir, c'est pas encore trop voilà, c'est pas encore un truc que je vise, mais je suis contente des choses, des petites choses que j'arrive déjà à mettre en place pour me faire plaisir et pour, pouvoir, avoir du temps pour Meggy, et Meggy seule. En tout cas, Meggy, encore merci. Merci pour cet échange. C'est vrai qu'on sent qu'au fil de cette discussion, on sent que au fil du temps et des années, il y a une meilleure compréhension de toi-même finalement. On sent vraiment cette connexion avec toi, avec tes émotions. Et on sent que du coup, ben, forcément, là, il y a un meilleur équilibre et puis le fait aussi que tu baignes dans la maternité, que cette maternité t'ait apporté ben, toute cette belle aventure, parce que là c'est pas qu'une aventure Merci. au niveau vraiment de ton rôle de maman, bon, c'est l'aventure de ta vie finalement. Et puis je trouve que c'est un bel exemple pour les femmes justement de se dire que tout est possible en fait, d'éviter de se raccrocher à des pensées limitantes. Ben tu étais maman solo avec ton fils, tu t'es dit bon ben voilà, il manque ça, je vais faire ça et tu n'aurais jamais imaginé que ça aurait pris cette tournure et maintenant ben il y a toute cette communauté qui est là et puis tu as toute cette casquette dont on a parlé et merci pour ta contribution et merci pour tout ce que tu fais pour les mamans. Merci. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était un chouette échange et je suis contente d'être enfin passée parce que moi aussi je fais partie enfin des femmes interrogées par Mélissa de Bicafom. Voilà, merci Mélissa pour ça, vraiment. Je suis très ravie. Merci Merci, à toi. merci. Et avant de terminer, je vais te demander, ça c'est la signature du podcast, de te définir en 3 mots, s'il te plaît. Oh, waouh! 3 mots pour Mehdi. Eh bien, j'aime, je dirais solaire. Solaire parce que partout où je passe, j'amène le soleil. J'amène le soleil et la lumière. C'est comme ça. Donc on a dit solaire,
Yemoja, parce que c'est moi maintenant, hein, forcément, c'est presque devenu un surnom. Et puis le dernier, je dirais, je sais pas, j'aurais dit rêve, parce qu'il y en a encore plein à faire, plein de choses encore à réaliser, et puis surtout parce que j'existe, parce qu'il y a eu un rêve. Enfin, je m'entends, mais ouais, Meggy et le rêve, c'est aussi quelque chose, parce que ça part de là, le rêve que je pouvais faire mieux, le rêve que je voulais voir grand, le rêve que je voulais réussir à faire cette communauté de femmes autour de sujets communs, d'objectifs communs. Et ouais, ça me motive. Donc forcément, ouais, on va dire que c'était ça. En tout cas, merci encore. Merci infiniment, Meggy. Et puis à très bientôt. Merci encore. À très bientôt pour une nouvelle saison de Yemoja, parlons bébé. Il va nous un nouveau bébé, on sait pas. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, merci encore et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. C'était l'épisode 21 de Bicafam. Je remercie infiniment Meggy alias Yemoja de s'être livrée au micro de Bicafam et plus généralement pour son engagement pour une maternité plus éclairée. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.